Alors, bonjour mesdames et messieurs, je suis avec le grand Hubert Reeves. Tu m'intimides trop Hubert hein, quand même. Et alors c'est juste pour vous prévenir que le 28 janvier à 12h30 à la salle Gaveau, eh ben, il va y avoir la causerie du mois de janvier, ça sera avec Hubert et on va parler de... On va parler de quoi? On va parler de... On va parler d'étoiles, de galaxies, de nébuleuses, Voilà. de plein de choses. Il y a plein de choses. Peut-être même on va parler des plantes, des arbres, et de la nature. Voilà, tout ça. Voilà. Et je pense en plus on va se marrer en plus et ça va être poétique et ça va être joyeux et ça va être très optimiste parce que nous on est pour l'optimisme. On est d'accord hein? Absolument, absolument et parfaitement. Les filles, hein? Vous m'entendez bien, ça va? Alors en fait, on est très contents ici. Moi, c'est un petit peu fort pour moi quand même, hein? C'est pas trop fort pour vous? Tu peux baisser un peu, s'il te plaît, Quentin? Alors, merci beaucoup d'être venu à cette causerie du mois de janvier. En fait, je trouve que vous êtes hyper super téméraire. Déjà, surtout de vous mettre sur les côtés parce que, a priori, on entend moins bien, mais ça va. Vous aurez le dos d'Hubert. T'entends bien, madame? T'as mis tes appareils, ça va? Voilà. Surtout à cette heure-là, à cette heure indue de spectacle, à 12h30, le ventre plein de gargouillis. Mais quoi de mieux, mesdames et messieurs Gaveau? Quoi de mieux que de venir écouter des sachants de cette nourriture écolo, biologique, sans additifs, etc., etc. Et alors, particulièrement aujourd'hui, je suis hyper super impressionnée. Oh la vache! Il était là déjà la dernière fois, ce truc-là, non? Je suis hyper super impressionnée, mesdames et messieurs. J'ai l'honneur, le privilège, la joie, en immensité, tout ça. Je sais pas si je vais m'en remettre. Tu vas rester debout ou bien tu vas t'asseoir, toi? Ah, t'attends la phrase, t'attends la fin de la phrase. C'est vrai que j'ai amené un petit suspense, hein? Bien. J'ai la joie en immensité, mesdames et messieurs, d'accueillir pour cette causerie du mois de janvier, Monsieur Hubert Reeves. Bonjour, madame. Bonjour. Ah bah oui, ça vaut le coup de se mettre au premier rang. Ça va, Hubert? Alors, tu vois, il y a des dames en haut, là, à gauche. T'es pas obligé de les regarder, hein. Il fallait qu'elles se placent ailleurs, hein. Est-ce que tu veux de l'eau directe? Non, pas tout de suite. Mais je voudrais commencer par vous raconter une petite histoire. C'est un jour, je fais une conférence comme ça, et à la fin, je demande, est-ce qu'il y a des questions? Les gens me disent, ben on n'entendait rien. Alors, ma précaution, c'est de dire, est-ce que vous entendez bien? Et s'il y a des problèmes, n'hésitez pas, vous levez la main, vous dites, on n'entend rien. Autrement... Ben oui, regarde, il y a quelqu'un qui est comme ça avec ses oreilles. Pourquoi tu fais ça? Hein? Je suis à moitié sourd. Si t'es à moitié sourd, tu fais que ça, t'as pas besoin de faire les deux. Hein? Donc vous entendez bien Hubert? Non mais t'as raison en plus de prévenir, hein? Vous entendez bien Hubert? Oui. C'est bon Quentin, on entend bien Hubert. Alors écoute Hubert, moi j'ai presque un peu soif quand même. Oui. Maintenant t'as soif, maintenant que t'as parlé un petit peu? Ah, voilà. J'ai laissé la publicité. Mon Dieu. Excusez-moi, hein. Je prends un petit temps quand même parce qu'ils donnent pas d'argent pour la culture a priori ces gens-là. Voilà, bien. Comme ça. Hop. Un petit peu d'eau. Tu veux de l'eau ou du jus de pomme? Du jus de pomme. J'ai fait attention, hein. J'ai fait attention, Hubert. J'ai dit pas de jus d'orange, hein. On prend du local, hein. Bah oui, quand même. Il vient du sud-ouest. Aïe. Parfait. Sud-ouest, ça va quand même. C'est peut-être le sud-ouest de Paris. Il est biologique, tu penses, hein? Oui. Oh, il a l'air très très bon. Oh, qu'est-ce que ça doit être très 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 bon. Voilà. Ah, moi aussi, je peux en prendre un petit peu, voilà. Voilà. On commence par boire
avoir un petit jus de pomme biologique. Moi, je trouve que c'est pas mal pour ouvrir. Hein, là. Oui, eh bien, à votre santé. Je regrette de ne pas pouvoir vous en offrir à tous. Bah non, parce que c'est moi qui l'achète. Moi, je trouve ça très bien qu'on ait que pour nous. Bah oui, quand même, attends. Qu'est-ce qu'il est bon. Alors, Hubert, tu es astronaute. Non, pas astronaute. Astronome ou astrophysicien. Les astronautes, ils voyagent, ils vont vers la Lune. Moi, on ne m'a jamais invité à aller dans la Lune, faire le tour de la Lune. Je rêverais d'aller faire le tour de la Lune, mais bon, évidemment, à mon âge, ils vont prendre des gens un peu plus en santé que moi. Mais quand même, je regrette. J'aurais bien aimé. C'est vrai, t'aurais voulu faire un truc comme Moi, ça? je rêverais de ça. Partir pour la Lune, vous imaginez, ça doit être fantastique. Ça doit être vraiment... J'aurais beaucoup aimé. C'est vrai? Mais j'ai quelquefois fait la suggestion, quand je travaillais à la NASA, à New York, mais il y avait plein de jeunes gens beaucoup plus en santé et énergiques que moi, qui, bon, ben, tant pis. C'est un peu surfait, la Lune, quand même, tu crois pas? C'est un peu surfait. Mars! Mars, c'est 1 an. C'est 1 an pour aller. Qui a envie de passer 1 an dans une fusée avec 2 ou 3 personnes? Il y a de quoi venir fou, vous imaginez? 1 an pour aller, 1 an sur les lieux, 1 an pour revenir. Non, la Lune, c'est une journée. C'est beaucoup plus facile. 1 an pour aller sur Mars, c'est vrai que ça se calcule, parce qu'il faut manger quand même du civet de lapin en poudre, des paquets de pruneaux, et puis de l'eau en tube. Non, c'est vrai que moi, ils vont y aller, tu crois? Ils vont y aller. Ça sert à quelque... Moi, je pose une question intime. Ça sert à quelque chose? Alors, je vais vous dire à quoi ça sert. Par exemple, on dit, est-ce qu'il vaut mieux envoyer des robots ou des gens? Alors, bien sûr, des robots, ça coûte beaucoup moins cher. Envoyer quelqu'un, c'est à peu près 100 fois plus cher que d'envoyer un robot. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas inquiet qu'il meure. Imaginez que vous envoyez quelqu'un, qu'il meurt, la physique spatiale, c'est foutu, personne n'en voudra plus jamais. Donc on dit, mais quel est l'intérêt d'envoyer un être humain plutôt qu'un robot? Parce que le robot, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on fait plein de choses. Vous savez, la différence, c'est que la personne qui va dans l'espace, il peut être surpris. Être surpris, c'est-à-dire n'avoir pas prévu ce qu'il trouve. Un être humain peut être surpris, ça a compté beaucoup sur la Lune, par exemple. On a mis des cosmonautes, on leur a demandé de faire ci, de faire ça. Puis tout d'un coup, on en a un qui a dit « Tiens, regardez, il y a des petits cailloux jaunes, là. » Eh bien, ça n'avait pas été prévu, personne ne savait. On a ramené ces cailloux jaunes et c'était extrêmement intéressant. Un robot ne peut pas être surpris. Il fait ce que vous lui demandez et c'est tout. Tandis qu'un être humain peut dire quelque chose, voir quelque chose qui est gros comme un autobus, et quand même... Et dire ça, c'est un autobus martien. Voilà. Et il va dire, hop, je ne sais pas ce que vous me demandez que je fais, je mets ce caillou jaune dans ma poche et je l'amène sur la Terre. C'est ça la différence. C'est énorme comme différence, hein? Faudrait peut-être en parler à tous ceux qui veulent remplacer les humains partout, là, dans les hôpitaux, les machins, les trucs. Oui, bien sûr. Il ne veut pas être surpris, le robot. L'avantage du robot, c'est qu'il n'a pas besoin d'aller au cabinet. Alors, parce qu'en apesanteur, quand même, il paraît, faut viser quand même... Oui, oui, ça pose des problèmes. Il y a eu des films là-dessus, bien sûr. J'espère qu'ils vont y aller quand même, parce que quand même, ils mettent de l'investissement là-dessus. Mais dis donc, astronome, c'est ça? Non, mais j'apprends vite. Astrophysicien, il n'y a pas de différence? Les deux sont employés l'un pour l'autre. Il y a une différence en principe, mais en pratique, c'est la même chose. Ceux qui étaient les anciens astronomes, aujourd'hui, sont devenus des astrophysiciens ou des astronautes, ce qui devient plus... disons, technique, avec beaucoup d'instruments, beaucoup de théories et tout ça. Oui, parce qu'un astronome, il avait sa jumelle, il avait ses petits calculs, Galilée, Copernic, etc. J'ai quand même relu un tout petit peu mes classiques. Hein. Et alors, pourquoi toi, tu as voulu devenir... Qu'est-ce qu'a fait, par exemple, quand tu étais petit au Québec? Tu étais en ville ou à la campagne? Bien, on avait une maison de campagne, ce qu'on appelle ici une résidence secondaire ou une maison de campagne. Au bord d'un grand lac qui était près de Montréal. Ça. Et puis, donc, on passait l'été avec ma famille. Et dans cette maison, il y avait un grenier, un bon vieux grenier comme dans le temps. Et puis, dans cette grenier, il y avait des valises. Et dans ces valises, il y avait des livres.
les livres de classe de mes oncles qui, après leurs études, avaient mis tous leurs bouquins dans une valise, ne voulaient plus en entendre parler, et puis ils étaient dans le grenier. Et moi, j'allais souvent pour feuilleter, j'adorais m'installer dans ce grenier, lire tous ces livres en poussiéreux et tout ça. Et il y avait beaucoup de livres d'astronomie, astronomie à un niveau tout à fait élémentaire, parce que c'était pour des enfants ou des écoliers. Et c'est là que j'ai développé cette passion que j'ai toujours de l'espace, des étoiles, des galaxies et tout ça. Pour moi, c'était vraiment le rêve. Mes parents auraient voulu que je fasse du droit, parce qu'on avait des parents qui étaient avocats, qui réussissaient bien. Et donc, ils auraient aimé, ils ont dit, ce serait bien que tu fasses ça, tu aurais déjà une entrée dans la matière. Et moi, ça ne m'intéressait pas, parce que dans mon cerveau d'enfant, je trouvais ça, je vous dis exactement ce que j'ai trouvé, je trouvais ça futile. Je n'avais pas envie de passer ma vie à m'occuper des histoires d'héritage ou de murs mitoyens et tout ça. Je me disais, il y a mieux que ça à faire. Ce qui me paraissait intéressant, c'était ça. Ce monde des étoiles, il y avait des belles photos de galaxies, Andromède, tout ça. C'était vraiment le rêve. Et c'est là que j'ai pris cette idée. Moi, j'ai envie de faire ça. Mais tu as regardé le ciel dans la campagne? Tu regardais beaucoup les ciels étoilés? Parce que le Québec, c'est quand même beau. Oui, au niveau du ciel, il y a la lumière, elle est extraordinaire, quoi. Oui, puis avec un ami, on avait fabriqué un télescope et on regardait les planètes, tout ça. Ça n'a jamais très bien marché. Le problème, c'est que l'instrument était bon, mais il y avait beaucoup de vent. De sorte que je prenais des photos et quand sur les photos, je voyais Jupiter se balader parce qu'évidemment, on n'arrivait pas. Mais quand même, c'était... T'as vu Jupiter avec le télescope fabriqué à la maison? Oui, tout à fait. Mais on la voit à l'œil nu, Jupiter. C'est même un des astres les plus... Oui, parce qu'il faut quand même savoir. Je sais pas, il y en a qui ont un niveau limite, au niveau... par exemple, comme madame, au niveau astrophysique, t'en es où? Je veux dire, est-ce que tu sais que l'univers, c'est un peu plus que le système solaire? Non, mais tu sais que l'univers, il n'est pas limité à... Non, parce que je fais un petit... Ça t'embête pas, un petit point quand même? Parce que ça serait complètement ignorant. Vous savez que l'univers, c'est plus que le système solaire. Je veux dire, ça va un petit peu... Après, quoi. Pluton, c'est pas la fin, quoi. Je veux dire, il y a... Non, parce que je l'ai cru à un moment, c'est pour ça, j'avoue. Hein, alors... Et puis quand j'ai découvert qu'il y avait quand même peut-être une autre étoile pas loin, là, Alpha du Centaure. C'est ça, hein? Oui, à 4 années-lumière. 4 années-lumière? 4 années-lumière de nous. L'étoile la plus proche, qui a des planètes. On lui a trouvé 2 planètes, dont une d'entre elles ressemble à la Terre. Donc, il n'est pas exclu, on ose y penser des fois, qu'il pourrait y avoir de la vie sur cette planète. C'est ça qui est derrière la tête de tous les gens qui travaillent dans ce domaine. Sommes-nous seuls dans l'univers? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'espère pas, parce que sinon, c'est gâché, hein, quand même. Moi, non, ça, je pense pas, quand même. Moi, mon opinion, mais c'est une opinion, c'est pas du tout appuyé sur la science, donc des découvertes ou des phénomènes, c'est qu'il y a beaucoup de salles, comme la salle Gaveau, où des gens viennent se demander s'il y a ailleurs de la vie dans l'univers. Mais ça, c'est une opinion. Et personne, j'ai aucune preuve. Si j'ai des copains qui sont de bons astronomes et qui pensent le contraire. Donc, c'est un sujet... Ils veulent pas qu'il y en ait d'autres. Ils pensent qu'il n'y en a pas d'autres. Franchement, avec les milliards de galaxies, ça... Oui, mais ils pensent ça. Moi, je pense qu'il y en a, mais je n'ai pas plus de preuves qu'eux. C'est juste, c'est un bon sujet pour les soirs où la télévision est en panne. Alors là, vous Malheureusement, ça n'arrive pas, mais bon... Mais en tout cas, je trouve ça bizarre qu'ils disent que non, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il est doux, ce fauteuil, t'as vu, je sais pas, c'est acrylique, je sais pas ce que c'est, mais c'est très très doux. Non, mais comment c'est possible de dire, écoute, il y a des milliards de galaxies, des milliards d'étoiles dedans, des milliards de planètes, il y en a bien une autre que... Sinon, ça me déprime, sinon, c'est pas possible. Oui, mais c'est peut-être le cas, on n'en sait rien. Il faut reconnaître quand on ne sait pas quelque chose, même si ça paraît improbable, et tu as raison de dire il y a des milliards de galaxies avec des milliards d'étoiles, avec beaucoup de planètes maintenant. On le sait, on découvre des systèmes planétaires qui ressemblent. Ils ne ressemblent pas beaucoup, malheureusement. Il n'y en a pas vraiment qui ressemblent. Mais il y a beaucoup de planètes qui restent, oui, comme le système solaire. Et donc les gens disent, mais c'est pas possible. Oui, mais ça, c'est pas un raisonnement, c'est pas possible. Les choses sont ou ne sont pas.
c'est pas que vous pensez qu'une telle personne pense que c'est impossible. L'univers, il s'en fiche complètement de ce qu'on pense. Il est ce qu'il est, et puis un jour, on trouvera peut-être qu'il y a de la vie, et j'espère, mais ça reste pour l'instant très intéressant maintenant qu'on sait qu'il y a toutes ces planètes, que ça ressemble un peu à ce qu'on vit ici. Mais c'est tout ce qu'on peut dire. Puis en même temps, on ne pourra jamais y aller, alors faut pas rêver non plus, c'est vrai. On peut se dire, tiens, qu'est-ce que t'en penses, on ne pourra jamais y aller au niveau de la pesanteur, etc., etc. Vous savez, on dit souvent, Fontaine, on ne faut jamais dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. C'est pas, je ne peux pas dire, je ne connais pas l'avenir, je ne peux pas dire qu'on n'ira pas un jour. Beaucoup de choses dont on a pensé qu'il était totalement impossible, c'est avéré qu'elles étaient possibles. Donc, il faut être toujours prudent, ça c'est la prudence du scientifique, qui exclut de parler de l'avenir en disant « je sais ce qui va se passer ». Personne ne sait ce qui va se passer et on est toujours étonné. Par exemple, en 1900, il y a des gens qui ont fait un concours, ils ont demandé aux gens d'essayer de deviner comment serait la planète, la vie sur la Terre en l'an 2000, donc 100 ans plus tard. Eh bien, quand on regarde maintenant ce qu'ils ont mis, c'est à rigoler. Il n'y a rien qui ressemble à ce qu'il y a. Personne n'avait inventé, n'avait prévu Internet, personne n'avait prévu tout ce qu'il y a aujourd'hui. C'est tout à fait ridicule. On s'aperçoit que les humains sont très peu habiles à prévoir l'avenir. Pardon, non, c'est pas drôle finalement. Non, c'est vrai, t'as raison. Et alors, qu'est-ce qu'a fait tout à coup? Toi, tu regardes tes bouquins dans le grenier, tu fabriques le truc avec ton copain, et tu dis, bon, bah maintenant, je vais m'y mettre, je vais faire des études, quoi. Tu savais à quel âge t'as su ça? Oh, 10, 11 ans peut-être. Et tout était dirigé là-dessus, tac, 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 tac. Oui, non, mais j'ai quand même un peu d'hésitation. Mais en fait, non, pas vraiment. Je savais que je voulais faire des sciences. Je me disais, le métier de scientifique, ça doit être une bonne vie. Et j'avais justement un ami de la famille qui était un moine, qui était un généticien, et je trouvais formidable ce qu'il faisait. Ça m'emballait, je me disais, ça, c'est ce que j'aimerais faire. Un moine? Un trappiste qui enseignait la génétique à l'Université de Montréal. Et oui, il y a de tout. Ah non, mais le Québec, c'est open, hein? D'ailleurs, on peut fumer l'herbe et tout, hein, c'est vrai, hein? Ah, d'accord. Et qu'est-ce qu'il t'a dit, ton oncle, qui te disait fais gaffe, c'est bien ou... Il me faisait visiter son laboratoire, il me faisait regarder dans son microscope, et je regardais dans ce microscope et je voyais plein de petites bestioles qui bougeaient comme ça. Et je me disais, c'est où ça? C'est où? Je me disais, il ne pouvait pas imaginer qu'il y avait toute cette vie à voir dans un microscope. Et oui, mais c'est ça, ça existe. Et cette idée qu'il y avait ce monde invisible, mais qui était présent dans cet appareil, ça m'enchantait. Mais oui, après le microscope, hop, tu l'inverses, tu regardes en l'air. Ah oui, absolument. Et là, tu vois ce monde qui s'ouvre. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a vraiment émerveillé dans le ciel la première fois que tu as vu... C'est quand la première fois que tu as regardé dans un vrai télescope? Alors, oui, toujours dans l'idée que je voulais devenir astronome. Et je me disais, oui, mais comment c'est la vie d'astronome? Alors, je me suis dit, je vais faire quelque chose. J'ai écrit aux États-Unis, à l'université de Harvard. J'ai écrit au laboratoire d'astronomie. J'ai dit, est-ce que je pourrais venir passer du temps chez vous? Parce que je me disais, mais la vie, je rêve d'être astronome, mais c'est comment dans la réalité d'être un astronome? Comment ça se vit? Alors, très généreusement, ils m'ont invité, ils m'ont dit, ça vous coûtera $1 par jour, ce n'était pas impossible. Et j'ai été accueilli vraiment d'une façon fantastique. J'ai passé plusieurs semaines, toutes les nuits, et la plus grande émotion que j'ai eue, c'est quand j'ai regardé la Lune. La Lune, vous la regardez, eh bien, le télescope l'agrandit tellement que vous ne voyez pas toute la Lune dans le télescope. Vous vous baladez sur la Lune, vous mettez le mouvement sur le télescope et vous baladez comme quand vous êtes en avion et que vous regardez le sol. Et ça, ce trajet sur la Lune, c'était absolument génial. Là, je me suis dit, ça, c'est vraiment ça que je veux faire. Ah, mais après, tu as quand même eu d'autres chocs quand tu as vu... Attention, c'est des mots que tu connais probablement pas, madame, au premier rang. Quand tu as vu, par exemple, Orion, les Pléiades. Moi, je trouve que les plus belles, pour moi, c'est les Pléiades.
C'est très beau, effectivement. C'est des jeunes étoiles. On sait maintenant que les étoiles naissent, vivent et meurent. Et on sait qu'elles ont un temps de vie que maintenant nous connaissons. Par exemple, le Soleil, il va vivre, tenez-vous bien, encore 5 milliards d'années. Il a déjà 5 milliards, un peu moins de 5 milliards. Il va vivre 10 milliards d'années. Il a combien déjà? 25 milliards? 10 milliards. Il a 10 milliards. 10 milliards, et il en a 5. Il est à la moitié de sa vie. Il a une bonne forme, hein, quand même. Hein, Encore 10 milliards d'années, mais comment on peut calculer des trucs pareils? 5 milliards, j'avais entendu, mais je peux confondre, 5 milliards, on n'est pas 1 milliard. Regarde, il y a les deux dames là. Alors, comment on fait? Comment on fait pour savoir l'âge? Alors, je vais vous donner, vous prenez une bougie. Une bougie. Vous allumez la bougie et vous regardez, après un certain temps, la bougie est diminuée de moitié. Vous vous dites vraisemblablement, elle va durer encore le même temps. Eh bien, vous savez maintenant combien de temps va vivre la bougie. Il vous suffit de regarder, allumer la bougie et la laisser brûler et voir combien ça lui prend de temps pour épuiser ses réserves. Parce que le Soleil, il est comme nous, il a besoin d'énergie. Et on sait qu'il brille énormément et on connaît son âge maintenant par une des façons de connaître, c'est le fait qu'il y a des dinosaures. Les dinosaures, ils sont morts il y a 65 millions d'années. Les dinosaures, ils sont morts, ça veut dire que l'âge du Soleil il doit être d'au moins, parce que s'il n'y avait pas de Soleil, il n'y avait pas de vie. Donc le Soleil doit être au moins aussi vieux que les plus vieux animaux qui vivent sur la Terre. Les trilobites. Les trilobites, les oursins, les méduses. Ça, c'est vieux, les méduses? Oui, c'est parmi les premiers, non pas eux, leurs ancêtres. On trouve des fossiles. Les fossiles de méduses? Oui, on trouve des. C'est tout mou. Bon, c'est pas aussi ça, mais de dinosaures, oui. On trouve des fossiles de dinosaures, de poissons, d'animaux variés, et on peut. Voilà, c'est comme ça. C'est en observant la réalité qu'on peut arriver à des conclusions comme ça. Le Soleil, donc, il a déjà 5 milliards d'années. Il va vivre encore 5 milliards, donc pas de panique sur ce plan. On est plus inquiet du réchauffement climatique que de la mort du Soleil. Il en a encore pour tout ce qu'il faut. Oui, parce qu'on ne va pas parler réchauffement tout de suite pour pas casser l'ambiance, hein, mais on va rester sur l'astrophysique quand même. Et donc, t'as appris avec des grands maîtres, T'as appris à Howard alors? Alors, j'ai commencé à faire J'étais au collège et il fallait choisir à un moment donné qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être grand. Mais moi, je le savais ce que je voulais faire. Donc, je suis allé à l'université et pour faire de l'astrophysique, il faut d'abord faire de la physique. Donc, j'ai fait j'ai fait 3 ans de physique à l'Université de Montréal. Ensuite, je suis allé à l'Université anglaise de Montréal, l'Université McGill. J'ai fait 2 ans en physique atomique. Et puis ensuite, je suis allé aux États-Unis, à Cornell, une université qui est dans l'État de New York. Et là, j'ai fait de l'astrophysique nucléaire. Et là, j'ai rencontré, ça c'était passionnant comme expérience, les professeurs qui étaient là, ils étaient auparavant dans le projet Manhattan. Le projet Manhattan, c'est le projet qui a fait la bombe atomique. C'est eux qui ont préparé la bombe atomique et qu'ils ont envoyée sur le Japon. Alors, c'est très, très intéressant de rencontrer, de leur demander, mais comment vous vivez cela? Comment vous vivez d'avoir inventé la bombe atomique? Moi, je vous dirais, si j'avais eu l'âge, à cette période, je n'avais pas l'âge de faire encore le métier, j'aurais certainement travaillé sur la bombe atomique. Pourquoi? Parce qu'on savait à cette époque que Hitler préparait une bombe atomique. Et si Hitler avait eu la bombe atomique, je vous garantis qu'on ne serait pas ici dans cette salle. Je vous garantis que l'avenir aurait été beaucoup plus sombre. Donc je comprenais que ces gens qui étaient pour la plupart des Juifs, sachant que leurs confrères, collègues, grillaient dans les camps de concentration, dans les fours crématoires, je pense que je comprends qu'ils aient oublié le fait qu'ils prenaient des gros risques, ils faisaient la bombe atomique. C'est à cause d'eux qu'on a maintenant tous ces problèmes avec l'énergie nucléaire. Moi, j'étais tout à fait partisan de l'énergie nucléaire à cette période parce que je me disais, on est les bienfaiteurs de l'humanité, on va leur donner de l'énergie gratuitement, on va permettre d'éliminer la pauvreté. On était un peu naïfs. Il y avait juste un petit problème, c'est que les déchets, qu'est-ce qu'on fera des déchets?
Ben, quand on est positif, on dit « Oh ben ça, on verra bien, on trouvera bien comment, ce qu'on va faire. » Eh bien, on ne le trouve pas encore, et ça reste le problème majeur. Donc, au départ, j'étais pour l'énergie nucléaire. Je pensais qu'on était les bienfaiteurs de l'humanité, ces scientifiques qui allaient éliminer la pauvreté. Ça, c'était dans les années 60 à peu près. Eh bien, maintenant, je suis contre. Et pourquoi je suis contre? Tchernobyl, Fukushima. La bombe atomique, ce n'est pas pour les êtres humains. C'est pour les anges. C'est pour des gens parfaits. C'est des gens qui ne font pas d'erreur, qui ne déposent pas leurs clés le vendredi pour aller pêcher et ne pas s'occuper, parce que tous les accidents nucléaires qu'il y a eu, c'est des accidents qui étaient reliés à des erreurs humaines. Des erreurs ce n'est pas des erreurs de machine, c'est des erreurs humaines. Donc aujourd'hui, moi je trouve que l'énergie nucléaire, il faut s'en débarrasser le plus vite possible. Ce qui ne veut pas dire tout de suite, parce que si aujourd'hui on fermait tous les réacteurs en France, vous n'auriez pas d'eau chaude dans votre baignoire demain matin. Ça, c'est évidemment... Arrêtez de prendre des bains, hein, peut-être. Oui, il y a cette question, mais je pense qu'effectivement, il faut s'en débarrasser, mais prendre le temps de remplacer par autre chose. Ah ouais, dis donc, moi, tu sais, moi, je suis d'accord avec toi, hein, alors là, ben, on va pas faire de politique là-dessus, mais enfin, c'est vrai que moi, ça me fait total flipper. Déjà, un truc pour qu'il y ait 1 milliard de chances que ça pète, moi, un truc pareil, je prends pas le risque, hein, mais enfin, en même temps, on m'a pas demandé... On m'a rien demandé à ce sujet-là, mais c'est vrai que je comprends, hein, c'est marrant, parce que c'est très intéressant, parce qu'il y a une époque où tout à coup, hop, c'était vraiment le truc qui sauvait à la fois les humains et à la fois l'énergie, tout ça, et puis maintenant, ben, on se rend compte qu'on a un peu abusé de la chose, on aurait peut-être pu en faire moins. On aurait pu s'en passer. Moi, je pense dis qu'on aurait pu s'en passer de l'électricité l'énergie nucléaire, je pense. Le seul endroit, à mon avis, où c'est utile, c'est dans les hôpitaux. C'est pour le cancer, oui, sur ce plan, ça joue des rôles positifs. Mais autrement, comme source d'énergie, comme bombe, c'est plutôt dommage qu'on se soit lancé là-dedans. Mais en fait, de toute façon, il y a des gens qui disent que de toute façon, ce serait arrivé si ce n'était pas les États-Unis ou la France, ce serait d'autres pays. Il y a une sorte de fatalité dans le développement de la connaissance. On finit par connaître et puis on finit par s'en servir. Et puis on finit... Vous savez, le plus grand danger aujourd'hui, le plus grave, ce sont les armes autonomes. C'est-à-dire des armes qui décident d'elles-mêmes ce qu'elles ont à faire sans avoir besoin d'un conseil ou d'un ordre d'un être humain. Est-ce qu'ils ne risquent pas d'être surpris, les armes autonomes? Hein? Mais tu vois, comme le gars qui va sur la Lune ou le robot qui va sur la Lune, il ne risque pas d'être surpris, ben c'est pareil, l'arme autonome, elle ne risque pas d'être surprise, elle y va, quoi. Elle réfléchit pas. Non, mais il y en a vraiment, t'es sérieux quand tu dis ça? En tout cas, on sait qu'elles sont en développement et que beaucoup de pays, les États-Unis, la France, je ne sais pas, oh, si, c'est très secret, développent cette idée des armes autonomes qui décident d'elles-mêmes de ce qu'elles vont faire. Et ça, on est vraiment vous très saviez, inquiets. Tu savais qu'il y avait ça, madame, qui est comme ça au premier rang? Tu savais qu'il y avait des armes autonomes? Tu savais pas? Elle a bien fait de venir, elle a pourri la journée, là, complètement. Avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui nous attend? Voilà. Laissons passer un troupeau d'anges. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais en effet, en même temps, quel choix on a? Alors là, on va faire... Moi, je pensais pas faire de la politique avec toi ce midi, hein, mais quand même, quel choix on a par rapport au choix, en fait? Comment on peut choisir les choix des autres? Ça, je pense que c'est un vaste problème. Qui est-ce qu'on mettrait au pouvoir aujourd'hui? Je ne vous le demande pas, vous avez sans doute votre opinion sur cette question. Madame, moi, j'en ai pas, j'arrive pas à me trouver une opinion à défendre sur ce plan, sauf de dire que nous sommes en danger à cause du réchauffement climatique et dire aussi que l'avenir n'est pas foutu. Je pense que ce qui est très mauvais aujourd'hui, c'est qu'on dit tout ce qui va mal et on ne dit pas ce qui va bien. Et il y a beaucoup de choses qui vont bien. Justement, on parlait tout à l'heure, beaucoup de banques dans le monde entier refusent maintenant de mettre de l'argent sur les forages pour le pétrole et le charbon. Ça, c'est une décision qui est très positive, parce qu'on sait que si on sort tout le charbon et le pétrole, on arrive à des températures, des accroissements de température de 4-5 degrés, et ça, c'est ingérable. Alors là, c'est important de dire ce qui se passe de bien pour le moral des troupes. Le danger aujourd'hui, c'est la déprime. C'est les gens qui disent « c'est foutu, de toute façon, on tire son épingle du jeu ». Il faut savoir qu'il se passe des quantités... Est-ce que vous savez, par exemple, que les baleines, maintenant, ne sont plus sur la liste des animaux en danger? Il n'y en a plus? Non, il y en a beaucoup. Ils sont
Au 19e siècle, on en tuait 50 000 par année. 50 000 baleines. Vous vous rendez compte? On voyait que ça allait disparaître. On a nommé en 80 une commission baleinière par laquelle on a pu gérer la situation. On l'a gérée tellement bien qu'aujourd'hui, les baleines ne sont plus sur la liste des animaux en danger. Bien, ça, il faut savoir ça, et il faut le dire aussi. Et surtout pour les enfants. Les enfants, ils sont perdus. Les enfants qui se disent, on leur dit, mais dans 50 ans, ça va être comme ça. Mais lui, il se dit, 50 ans, mais je serai probablement encore en vie. Eh bien, qu'est-ce que je vais trouver sur la planète? Et ça, ça donne des attitudes défaitistes qui sont ce qu'il faut combattre surtout. Il y a une chose qui est importante, c'est de garder la Terre habitable et agréable. Aujourd'hui, nous avons vécu une Terre agréable et habitable. On nous promet, les collapsologues vous en parlent, des choses terribles, invivables. L'avenir est inconnu. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Il faut surtout être actif, être dynamique et ne pas se laisser déprimer en disant « c'est foutu ». Vous avez bien fait de venir ce midi, hein? Il y en avait qui étaient déprimés avant? Oui. Oui? Ben c'est fini! Mais non, voyons, c'est vrai, en plus on se raccroche, faut éteindre les nouvelles. Pourquoi tu crois que les nouvelles... Il paraît qu'il y a une étude qui a été faite, que quand c'est une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle, et ben en fait les gens ils vont directement sur la mauvaise nouvelle, ils préfèrent lire ça. C'est une espèce d'attirance comme ça pour le sordide, je sais pas pourquoi. Donc maintenant il faut... Alors le Big Bang. Le Big Bang. Alors ça c'est... J'adore l'idée. Ça, c'est l'information scientifique, je dirais la plus importante depuis un siècle, c'est qu'on a découvert sur l'univers. On a vécu depuis Aristote dans l'idée que l'univers, il existe depuis toujours et il existera toujours. Depuis le début du 19e siècle et les grands télescopes et l'observation des galaxies, on sait que ça, c'est faux. L'univers n'a pas toujours existé. Il a lui-même un âge. Existera-t-il indéfiniment? On n'en sait rien. Mais le plus important, c'est que cet univers a une histoire. Il y a une histoire de l'univers. Les choses changent. Aristote racontait que l'univers avait toujours existé, qu'il existera toujours, que rien ne changeait dans l'univers. On sait que c'est faux. L'univers, c'est plein de vie. Il y a des étoiles qui naissent, qui vivent, qui meurent. Il y a des galaxies. Il y a des quantités de choses. Et l'univers est, je dirais, une aventure. C'est quelque chose qui, à notre connaissance, n'est jamais arrivé auparavant et qui durera on ne sait pas combien de temps, mais qui est très important pour nous, parce que chacun d'entre nous, si nous existons, c'est grâce au fait que dans l'univers, il y a eu des étoiles et que les étoiles ont fabriqué des atomes. Quand vous touchez votre corps, vous touchez à des atomes, carbone, azote, oxygène. Ces atomes n'ont pas toujours existé. Ils ont été créés. Et qui crée les atomes sont les étoiles. Les étoiles sont nos grands-mères, dans le sens que quand vous prenez votre douche, vous touchez à des atomes qui se sont formés à l'intérieur des étoiles. Ça, c'est la grande nouvelle de l'astronomie. L'univers a une histoire. Et cette histoire se déroule et nous faisons partie, nos vies sont des événements, des chapitres de l'univers. Et la deuxième chose à savoir, c'est que sur la Terre, cette histoire, cette belle histoire, elle est en danger. Elle est en danger à cause du réchauffement climatique. Et nous avons une responsabilité de ne pas laisser la Terre devenir inhabitable. Et ça va demander beaucoup d'efforts. Il y en a déjà beaucoup. L'important, c'est de le faire savoir. Mais nous sommes dans une véritable guerre entre deux tendances opposées. Une tendance destructrice qui va en se poursuivant et qui fait, par exemple, le réchauffement climatique et la pollution et tout ce qui se passe de négatif, l'érosion de la biodiversité, la perte des vers de terre, par exemple, tout ce que vous entendez aux nouvelles comme des mauvaises nouvelles. Mais il y a aussi une tendance de restauration qui est très active un peu partout dans le monde. Et justement, ce mouvement des banques aujourd'hui pour arrêter de financer les projets d'énergie fossile
qui sont coûteux, qui émettent du gaz carbonique, qui réchauffent la planète et tout. C'est ça la nouvelle importante, c'est que nous vivons dans une histoire, cette histoire, sur la Terre en tout cas, on ne sait pas ce qu'il y a ailleurs, il y a peut-être de la vie ailleurs, cette histoire, elle pourrait mal se terminer et c'est notre responsabilité de s'en occuper. Bon, ça, c'est pas... Il faut être réaliste. Il faut savoir ce qui est, il faut savoir où on en est et ce qu'on peut faire. Mais alors, comment toi, t'es passé de la merveille de l'univers, les étoiles, les nébuleuses, les nuages galactiques, les Orions, les machins, les trucs, et comment t'es passé tout à coup, t'as baissé ton regard et tu t'es dit, tiens, j'ai l'impression qu'il y a un problème là-dessus. C'est ça. Comment t'as su, qu'est-ce qui a fait le déclic pour que tu te dises, tiens, maintenant tu vas t'intéresser à la biodiversité et tout ça, parce que c'était depuis longtemps que tu étais là-dessus. Ça, c'est l'histoire de ce qui s'est passé. Ça commence à la fin de la dernière guerre. Tout le monde est content, tout le monde est positif, on va faire de l'énergie nucléaire, et on va faire des voitures, et aux États-Unis, on fait des millions de voitures, tout le monde achète sa machine à laver, c'est tout ça. On appelle ça les 30 glorieuses. Ah, c'est ça, en fait, c'est la gloire au matos, quoi. C'est exactement. On a l'impression que ça va durer indéfiniment. On ne se rend pas compte que la quantité de pétrole, de charbon, il n'y en a pas une quantité infinie. Et on commence à penser que ces voitures émettent du gaz carbonique, que ce carbonique réchauffe l'atmosphère. Et on se pose la question, est-ce que la Terre se réchauffe? Réponse, une commission GIEC, une agence internationale. Oui, on est dans les années 1970 ou non. Et on demande à cet institut, composé des meilleurs scientifiques sur la planète, 3000 à l'échelle internationale, est-ce que la planète se réchauffe vraiment? Et est-ce que c'est la faute des hommes? C'est deux questions différentes. Alors, se réchauffe, oui. Est-ce la faute des hommes? C'est pas facile de le dire, mais au cours des années 70, 80, 90, progressivement, on se rend compte que le gaz carbonique, effectivement, augmente, que la température se réchauffe, que la Terre devient de plus en plus en danger. Et tu me demandes, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'y intéresser, parce que d'abord, je suis scientifique de métier, donc ça m'est plus facile d'étudier ces questions. Et ensuite, j'ai des petits-enfants. J'ai 8 petits-enfants. Il y en a qui ont 10 ans. Dans 50 ans, comment sera la planète dans 50 ans? Beaucoup nous disent, il va faire chaud. Et on l'a vu avec ce qui s'est passé en Australie cette année et en Amérique du Sud. On sait qu'on va vers un réchauffement. Ça devient inquiétant. Moi, dans 50 ans, je ne serai plus là. Je ne me fais pas d'illusions. Mais mes petits-enfants pourraient être encore là. À 55 ans, c'est pas beaucoup de personnes ici ont plus que 55 ans. Donc, la majorité, d'ailleurs. Donc, c'est là que j'ai commencé à penser. Alors, c'est dans les années 70 déjà, alors tu étais alerté déjà à ce moment-là. Ça a commencé quand on a vu accroître le nombre de voitures. Ah oui, c'est vrai, c'était lié à Oui, ça. parce que le nombre de voitures, ça veut dire plus d'essence et plus de gaz carbonique. Et la question qu'on se posait, c'est est-ce que ce gaz carbonique peut avoir un effet négatif? La physique nous dit oui, parce que le gaz carbonique, il capture la chaleur du soleil, il la retient, donc ça va se réchauffer. Puis on s'apercevait... C'est ça, en fait, ça retient le... Ça retient la chaleur du soleil. C'est comme si c'était opaque. On appelle ça un effet de serre. Qu'est-ce que c'est une serre? C'est très exactement ça. Vous mettez des pièces de verre au-dessus de votre potager. Vous savez que dans votre potager, dans vos serres, il va faire plus chaud. On va faire des tomates. Et vous allez avoir de belles tomates. Et tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Sauf qu'il y a des limites. Il faut pas dépasser. Alors, on est en train de dépasser, évidemment. Donc, c'est ça. Tu me demandes, c'est là que j'ai commencé à penser. Ah oui, c'est quand même... Il y en avait plein d'autres aussi avec toi. Hein. C'est vrai, il y avait le truc en Suède, là, le truc de Stockholm, là, je sais plus quoi, le truc de Stockholm, où déjà, ils avaient dit tout ça déjà. Mais... Qu'est-ce que tu penses, par exemple, de la géo... Comment on appelle ça, tu sais? C'est le truc là où en fait on peut envoyer de la géo, machin, où les Chinois ils envoient des faux nuages et tout ça. Oui. Alors je pense qu'il ne faut pas adopter des solutions qui créeraient plus de problèmes qu'elles n'en résoudraient. Ça, c'est le danger. Le danger, c'est de dire « Ah, on a une bonne solution, on va faire ça », mais
qu'est-ce que ça va faire d'autre? Qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ça va causer plus de problèmes? Et la plupart de ces projets de géothermie dont tu parles, la plupart de ces projets, on sait maintenant qu'ils produisent plus Par exemple, on avait décidé de jeter de la limaille de fer dans l'eau, ce qui a pour effet de retenir l'oxygène. On l'a fait à petite échelle il y a quelque temps. Ça a créé des quantités de substances toxiques qui ont fait mourir tous les poissons. Ah, ils ont mis ça dans de l'eau comme ça? Oui, mais en Australie. Mais en petite quantité, c'était simplement, justement, pour être prudent, en se disant, ben, on va commencer par le faire en petit pour voir si ça va faire des choses bénéfiques. Ça fait des choses bénéfiques, mais ça fait aussi des toxines qui tuent les animaux. Vous voyez? C'est ça, le danger des grands projets, c'est que s'ils ont un effet majeur comme de diminuer la chaleur, ça va aussi avoir d'autres effets qui risquent d'être majeurs. Donc, pour l'instant, on n'a pas vraiment de solution, mais il y a des choses qui se préparent. Est-ce que je suis optimiste ou pessimiste? Il y a une phrase de Jean Monnet. Vous vous souvenez de Jean Monnet, qui était un de ceux qui ont fait la France dans les années 1950, après la guerre, dans la période où on se demandait si les Français et les Allemands viendraient jamais à devenir copains et si on pourrait faire l'Europe. Et beaucoup de gens disaient non, la haine est éternelle, les Allemands sont des dégueulasses, etc. Donc, on va essayer de faire des choses. Et on demandait à Monnet, l'Europe, c'est là qu'est la naissance de l'Europe. Et Jean Monnet, on lui demandait, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste par rapport à l'Europe? Et il répondait, l'important, ce n'est pas d'être optimiste ou pessimiste, c'est d'être déterminé. Déterminé à faire ce qu'on pense qu'il faut faire pour réussir, même si on n'est pas sûr de réussir, même s'il reste quand même un doute, il est important de poursuivre dans cette direction. On se retrouve dans la même situation. Aujourd'hui, on est loin d'avoir des solutions pour résoudre les problèmes, mais on y travaille beaucoup et surtout avec détermination. Et qu'on soit optimiste. Si on est pessimiste, c'est mauvais. Les pessimistes sont des gens qui ont tendance à laisser tomber. Ils disent, oh, ça ne m'intéresse plus. Vous savez, c'est comme les gens qui cassent le thermomètre quand ils voient qu'ils ont de la fièvre. C'est un bon moyen de se soigner, c'est de casser le thermomètre. Mais c'est un peu ça. C'est ça qu'il faut éviter aujourd'hui. Ce qu'il faut éviter, c'est cette espèce de je m'en foutisme qu'on trouve beaucoup. Et l'important, c'est d'avoir une attitude dynamique, dire on va faire tout ce qu'il faut pour essayer de garder la Terre habitable. Est-ce qu'on va y arriver? On ne sait pas. L'avenir est inconnu. Mais on fait comme si. Là, vous êtes venu prendre une bonne leçon, hein, j'ai l'impression. Hein? On va pas repartir la même chose. Hein? Quand on va sortir, on va pas aller chez McDonald's, etc. Hein? On va changer de crèmerie. Alors, parce que toi, tu aimes beaucoup transmettre, mais c'est ça que tu fais tout le temps, en fait. Hein? C'est à la fois la découverte, la recherche, tout ça, la terre et tout ça, puis la transmission, en fait. Mais ça te vient parce que tu es québécois. Mais non, parce que le Québécois, il aime beaucoup raconter, il aime parler, c'est un poète, un pelleteur de nuages, quand même, le Québécois. Tu penses que tes parents, ils étaient sensibles à la transmission Pas beaucoup. Mon père je viens d'une famille très modeste. Mon père était représentant de commerce et pas très intello. Ma mère, au contraire, elle était musicienne. Et ça, pour moi, ça a été la chose la plus importante. C'est petit, j'allais l'écouter jouer du piano. Elle jouait les sonates de Beethoven, la sonate au clair de lune. Pour moi, ça, c'était vraiment le bonheur et ça continue pour moi à être tout à fait essentiel. Ah, c'est rentré. Et t'as beaucoup de frères et sœurs comme les familles québécoises, 15, 20, tout ça? Non. Il y en a? Oui, il y en avait. Il n'y en a plus. C'est comme en France. Non, mais franchement, t'avais pas beaucoup de frères et sœurs? On était 4 dans la famille. 4 enfants? 4 enfants. Oh, ils sont modestes. Petite famille. Oui. Non, parce qu'il y en a, moi j'ai entendu quelqu'un, ils étaient 21. 21! Donc 2 triplés. Enfin, 3 triplés, je sais pas comment on dit d'ailleurs. Ça fait 9, ça, non? C'est beaucoup, non? Une fois 3 triplés. Oh, comment on dit? Une fois des triplés. Donc ça faisait que 18 accouchements finalement pour la mère, ça va.
Bah ouais, t'en as 21, donc 3 d'un coup. T'imagines l'organisation, il paraît qu'en fait, il y avait un grand frère qui s'occupait d'un petit frère, une grande sœur d'une petite sœur, et alors elle faisait les pains le dimanche pour toute la semaine, donc c'était, je sais pas, 15 pains, des dortoirs, etc. Je sais pas s'ils ont fait des gosses, les enfants, je sais pas, à mon avis, il n'y en a aucun qu'on a fait après. Alors attends, j'avais plein de questions, mais comme on parle de tellement... Et c'est ça, c'est la beauté qui t'anime, en fait, Hubert. Non? C'est la beauté du monde, en fait, qui... C'est ça, en fait, ce que tu dis, il faut se raccrocher à la beauté du monde, quoi. Certainement. Mais oui, elle existe. C'est quelque chose qui nous est nécessaire. On a besoin de voir des belles choses. La campagne, les fleurs, tout ça, c'est quelque chose, on a un besoin. Moi, j'adore ce que les Japonais appellent des bains d'arbres. Un bain d'arbres, c'est partir seul dans la forêt, essentiel d'être seul, et se laisser pénétrer par la présence des arbres qui sont présents. Ils ne parlent pas, bien sûr, mais vous les sentez. Et c'est quelque chose d'extrêmement... Si vous avez des enfants ou des petits-enfants, je vous encourage à leur faire cette expérience. Il veut les lâcher tout seul dans la forêt. Allez, dans le bois de Boulogne. Ah bah si, bon, là, tu vas te promener, Non, mais c'est vrai, en plus, tu le fais, ton madame, devant, qui va toute seule dans une forêt. T'aimerais bien, mais pourquoi tu le fais pas? C'est une bonne idée, t'irais où, toi? Quelle forêt autour de Paris pour pas... Ben, nous avons une maison en Bourgogne, une vieille ferme que nous sommes en train de rénover. C'est plus ma femme que moi. Moi, je suis un peu comme Woody Allen. Woody Allen qui disait, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait de l'eau chaude dans la baignoire. Et pourquoi tu dis de se promener seul dans la forêt? Parce que si on est seul, on sent la présence des arbres. Si vous êtes avec d'autres, bon, vous allez causer, vous allez dire des choses sages, intelligentes, mais vous ne serez pas présent aux arbres. Ces bains d'arbres que les Japonais appellent comme ça, c'est quelque chose d'important, surtout si vous êtes stressé, tendu. C'est peut-être le meilleur moyen pour vous retrouver avec vous-même. En tout cas, moi, Il paraît qu'il y a des stages, il y a des gens qui font des stages, comme ça, ils s'inscrivent à des stages, ils partent dans une forêt avec un dame, je sais pas quoi, quelqu'un, quoi, enfin quelqu'un qui connaît la forêt, ils vont en Finlande, et puis alors ils se retrouvent comme ça entre un petit groupe, et après il dit, bah toi tu vas dans cette direction, dans cette direction, dans cette direction, on se retrouve dans 48 heures. Mais oui, c'est véridique, on en est arrivé là. Mais je pense, tu sais, je pense que c'est parce qu'on vient de là. C'est parce qu'on descend des arbres. Certains un peu plus que d'autres. Mais je pense que c'est parce qu'on vient de là qu'on est touché. C'est fort possible. C'est fort possible. On retrouve quelque chose une sorte de tradition, une sorte de oui, quelque chose de... Ah oui, un truc archaïque. Tu vas aux Galeries Lafayette, bon, bah, au bout tu descends pas de là, quoi. Tu vas dans une forêt, tout à coup, tu sens que ça te pénètre. Et tu sais, il y a un truc aussi que je voulais te dire, tu sais, Hubert, c'est que quand je pense à l'univers, quand je pense à tout ce que tu dis, toutes ces milliards de galaxies, milliards d'étoiles, milliards de planètes, et que je me dis, mon Dieu, et je pense au Big Bang, et ça me fait une émotion incroyable. Et je me dis, mais pourquoi je ressens une émotion comme ça? Tu sais pourquoi? J'ai réfléchi. Parce que je pense, alors là, c'est quand même, vous pouvez l'écrire, c'est dans le prix du billet, vous écrivez, je vous le donne. Parce que je pense que c'est parce qu'on vient de là. Comme tu dis, on a de la poussière d'étoiles dedans. Donc on vient du Big Bang, on vient de toute cette création d'étoiles, de toute cette extraordinaire merveille qu'est l'univers et tout ça. Donc comme on vient de là, c'est comme si on avait été propulsé à l'extérieur de la matrice. Et qu'on devait maintenant apprendre à grandir tout seul, à faire le boulot, sans maman qui est au loin, à 14 milliards d'années derrière nous. Tu crois que c'est ça? Ça se peut très bien. Moi, je serais d'accord avec ça. On a quelque chose qui retrouve quelque chose de nous dans ces circonstances. Il y a cette chose qui est présente chez pratiquement toutes les civilisations, c'est la question des origines. D'où venons-nous? Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous soyons ici aujourd'hui? Et aujourd'hui, la science, et surtout l'astronomie, nous donne des réponses à cela, l'importance des étoiles, l'importance des galaxies. Et ça, je crois que c'est important. Ça situe un peu cette question, qu'est-ce qui fait que nous avons le corps humain que nous avons, qui est une merveille absolument incroyable, c'est génial. Quand vous mangez,
vous mettez dans votre estomac des quantités de nourriture, ce que vous préférez, et cette nourriture va être séparée en atomes, en molécules, et ces molécules vont aller à l'endroit où elles sont requises. C'est-à-dire que dans le foie, dans les poumons, dans le sang, c'est-à-dire que le corps a cette possibilité de faire cette analyse chimique, d'aller chercher ce qu'il vous faut dans vos yeux à partir d'un morceau de poulet, par exemple. Quand vous y pensez, c'est fantastique. C'est fantastique. On ne s'en aperçoit pas quand ça marche bien. Quand ça ne marche pas, on s'en aperçoit. Mais c'est ça, moi, je trouve, qui est extraordinaire. Nous sommes des merveilles sans nom. Le cerveau humain est certainement la chose la plus élaborée, la plus complexe, la plus... Tiens, je vais vous donner, faire passer un petit examen. Je vous suggère ceci. Vous allez fermer les yeux et dire « j'existe ». Simplement ça. Vous fermez les yeux, vous dites « j'existe ». Vous venez de faire une des prouesses les plus extraordinaires qui a jamais été faite dans l'univers. Simplement pour que vous soyez en mesure de dire « j'existe », il y a toutes les particules de votre corps qui sont associées pour être capables d'arriver à cela. Et vous savez combien de particules il y a dans le corps humain? Ça varie un peu avec votre poids, mais pas beaucoup. Imaginez, c'est 1 avec 29 zéros. Oh, je peux l'écrire? Oh, non. 1 avec 29 zéros, c'est le nombre de particules élémentaires, électrons, protons, etc., tout ce que vous avez appris dans vos cours de chimie, qu'il y a dans le corps humain. Toutes ces particules existaient au début de l'univers, mais ils étaient dissociés dans une espèce de magma incohérent, extrêmement chaud. Et tout ce qui s'est passé à l'histoire de l'univers, c'est comment ces particules se sont associées pour donner d'abord naissance à faire des atomes, des gros atomes, des molécules, des cellules vivantes, des petites particules comment est-ce qu'on dit, du plancton marin, et puis toute l'évolution des animaux. Et aujourd'hui, ces 1 avec 29 zéros particules sont associées, ne sont plus dissociées comme au début, elles sont associées, et ça fait votre corps humain, notre corps humain, ça fait notre cerveau, ça fait cette capacité du cerveau de faire cette prouesse fantastique de dire « j'existe ». Ça, c'est un bon résumé de notre rapport avec l'univers. Nous sommes faits, et c'est l'univers, les étoiles qui les ont faits, d'atomes. Ces atomes sont associés en une structure d'une complexité époustouflante qui est capable de faire des choses dont, et c'est bien le problème, des bombes atomiques. Vous voyez, là, vous avez toute la séquence en même temps. Nous sommes une grande merveille, mais nous avons beaucoup de difficultés à ne pas nous foutre en l'air. Comment ça se fait que les êtres humains font des bombes atomiques et ensuite sont coincés? Pendant la guerre froide, on est venu très près de se faire sauter. On ne sait pas très bien comment on l'a évité. Il faut faire un tableau complet de la situation. Nous sommes extrêmement intelligents, nous sommes certainement la structure la plus intelligente à notre connaissance. Peut-être sur d'autres étoiles, il y a mieux que nous, on ne sait pas. Mais nous sommes dans cette situation d'être menacés par notre puissance, de faire des bombes atomiques et de se retrouver comme Trump et Kim Jong-un de la Corée, à se trouver à se vanter de leurs fusées, de se vanter de pouvoir nous détruire mutuellement. Eh bien, c'est ça, cette structure la plus intelligente à notre connaissance. Elle a ses gros défauts, et son gros défaut, le principal, et on est dedans, c'est de se menacer elle-même de destruction, soit par des bombes, soit par ce qu'on appelle la 6e extinction, c'est-à-dire le fait de ravager notre planète. Vous savez tout ça, vous avez tout ça dans vos journaux. Tous les problèmes de l'écologie, de la pollution, du plastique, c'est ça. C'est une situation fantastique, extrêmement dangereuse. Mais Trump, je ne suis pas sûre qu'il ait toutes les particules élémentaires qu'il y a derrière l'origine. À mon avis, il y en a, il manque de particules. Il y a un petit nuage là, attends, c'est en train de se former. Non, c'est trop tard. Non, mais c'est dingue, faut pas oublier ça, en fait. Moi, je trouve que si on se raccorde à ça, si on se rattache à cette
à cette origine, moi je trouve que c'est merveilleux, quoi. Je trouve que c'est merveilleux, mais c'est grâce à à cette science-là, parce qu'effectivement Aristote, il savait pas tout ça. Mais aujourd'hui, on sait tout ça, le Big Bang, les particules élémentaires, on sait qu'on a ça en nous, donc on peut changer un tout petit peu de paradigme. Excusez pour ce mot un peu compliqué à midi. On peut changer de paradigme d'humanité, non? Bravo, bravo pour tes paroles. Qu'est-ce que t'aurais... C'est tout, c'est un peu court comme applaudissement. Et qu'est-ce que t'aurais à dire? Parce que j'avais plein de questions que tu remarques que j'ai écrit quand même sur un papier recyclé. Et j'ai pris une enveloppe que j'ai découpée pour recycler ce papier. Non, c'est un petit geste, hein. Non, parce que regarde tout ce que j'ai écrit. D'accord. Je me rends compte que j'ai gâché un peu du papier, mais s'il y en a qui veulent récupérer des feuilles, c'est gratuit. Je peux même les signer, ça peut vous rapporter un petit truc. Alors, non, mais juste une question quand même, j'ai plein d'autres questions, mais en 1969, quand ils ont marché sur la Lune, t'étais où? T'as regardé dans ta télévision? Oui, oui, j'étais au Canada. J'étais au Canada et j'étais, comme la plupart d'entre nous, j'étais vraiment stupéfié, on n'y croyait pas trop. C'était pas en direct, si? C'était en direct, oui. En direct? Oui, oui. Au Canada, c'était le jour. Ici, je pense que c'était la nuit. Il y en a qui l'ont regardé aussi? Oui. Ah, quand même, hein? Ça devait être un choc, hein? Ah, c'était émouvant. C'est vrai? Parce qu'après, pourquoi tu dis que c'est émouvant? Parce que c'est notre notre satellite, et on s'y tient. Ça veut dire que c'est émouvant parce que ça ouvre sur d'autres choses derrière, ou juste... C'est de la prouesse, c'est tout d'un coup la Lune devient quelque chose sur lequel on peut aller. Et on y va souvent encore maintenant? On recommence maintenant, on va sur l'autre côté, sur la face cachée de la Lune, parce que c'est pour ne pas voir les lumières de la Terre. L'astronomie a beaucoup de problèmes avec les lumières des villes et tout cela, et surtout les téléphones portables, tout ça, ça émet une quantité d'ondes qui brouillent les ondes qui viennent des astres. Et l'endroit où vous êtes vraiment à l'abri, c'est sur la face cachée de la Lune. Moi, je veux bien y aller. Si c'est habitable, j'y vais tout de suite, alors. Ah, pour être habitable, pour l'instant, c'est pas garanti. Ça manque de forêt, hein? Oui, ça manque de forêt. Mais il y a des projets. Les Chinois, d'ailleurs, sont très impliqués dans aller retourner sur la Lune et faire des... En fait, on se met de l'autre côté de la face cachée de la Lune, donc, pour pouvoir mieux voir les étoiles, parce que la Terre, tu peux pas tellement, il y a de luminosité, de pollution lumineuse. Voilà, non, je veux changer de planète, voilà. je veux changer de planète. On va sur la face cachée. Et la vue, donc tu vois pas la Terre, donc tu vois tout le reste. Oui, on a tout. Donc, et t'as vu tout, tu m'avais dit que tu avais vu toutes les éclipses, tu as vu plein d'éclipses. Il y en a qui ont vu des éclipses? Oui. Mais pas autant qu'Hubert. Ah, ça, je sais pas. C'est génial. Alors, Jean, qu'est-ce que tu aurais un petit conseil? Tu m'as dit que tu crois aux extraterrestres, tu m'as dit que tu étais plutôt pour. Tu crois dans les humains, tu m'as dit que tu es plutôt pour. Oui, on verra. Hein? On verra. On verra. Si on peut, ou on verra pas. Un conseil à donner, enfin pas un conseil, mais un truc, les gens ils partent, ils vont déjeuner, je sais pas où, mais un truc pour que vous partiez avec un bagage qui va vous nourrir, quoi. Dans le prix du billet. Alors, la principale idée, c'est que c'est pas foutu. Ceux qui répandent l'idée que c'est foutu, ils ne connaissent pas la situation et ils ne savent pas. Personne ne sait l'avenir. Rappelez-vous, il y a Edgar Morin qui dit ça souvent. Imaginez, mais je ne crois pas qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient pu vivre cela. On est tous un peu âgés. Mais c'était dans les années 1930, les jeunes disaient il n'y a plus d'espoir. Parce que quel est l'avenir pour un Européen en 1930? Il y avait le nazisme et le stalinisme. Et il dit on avait cette tendance à penser que c'était foutu. Eh bien, le nazisme s'est disparu, le stalinisme aussi. On a d'autres problèmes, mais ça montre que nous sommes très peu astucieux pour prévoir quoi que ce soit, que l'avenir est inconnu, qu'il est
très souvent très imprévisible, justement, et complètement hors de tout ce qu'on admet. Et ça, c'est un élément fondamental pour se placer dans une position, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans une position de dire nous allons nous battre, nous allons essayer de garder cette planète habitable. Merci Hubert. Moi je pense que là, partir avec ça, merci. 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 Voilà. C'est l'heure, hein. Merci Hubert. Alors, merci. Non, mais je trouve qu'on... merci beaucoup. Moi, je suis remplie, je suis rechargée. Là, ça y est, moi, je vais sortir, je vais embrasser, je vais prendre tout le monde dans les bras. C'est sûr. Non, mais c'est vrai, merci. Hein. J'ai juste une petite information pour les gens qui ont des billets. Pour la prochaine causerie, ce sera le 3 mars avec Anne Kefelec. Donc, si vous avez acheté un billet, vous revenez avec, vous avez une place à inviter en ayant racheté notre place. Enfin, vous m'avez comprise. Le 3 mars. Et aussi, notez la date du 25 février au Théâtre Libre. Je serai avec Catherine Dolto. T'es dans la salle? Ouais. Je serai avec Catherine Dolto, on fait une conférence anti-fin du monde, justement, qui s'appelle Humains sur l'écologie, où Hubert, tu es en Skype avec nous en direct. Voilà, c'est le 25 février à 21h au Théâtre Libre. Merci. Bon appétit! Ah! C'est ça que t'as offert à tes enfants? Non, c'est eux qui me l'ont offert. Mais pourquoi tu leur as pas offert toi en premier? Moi, j'ai offert les petits-enfants. Ah! Vous l'avez fait pour les petits-enfants. Oui, oui. Ah, mais Je vous oui. le dis à tous, ce livre. Top. La Terre et les hommes, c'est un nouveau? Non, l'an dernier. En fait, c'est... C'est l'ensemble de tous ces livres Oui, c'est ça, oui. qu'il a réunis. Mais t'as vu, il a écrit partout, il a pas honte, hein? Il écrit sur les livres, toi, t'as pas Non, mais honte, c'est hein? parce que c'était un peu compliqué à comprendre. Non, il a l'air très très bien. Tu me le prêtes? Ah. Merci. Comment il t'appelle? Bon appétit, merci, hein. Bah oui, c'est quand même... hein.